Bonjour Ariel Limi. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ariel, tu es avocat, membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Tu viens de publier, daté d'aujourd'hui dans Le Monde, avec d'autres intellectuels, hommes, femmes politiques, syndicalistes, écologistes de gauche, une tribune dans Le Monde, je le disais, qui appelle à reconnaître les manquements du passé et à se mobiliser autour de principes laïques et républicains. On va y revenir évidemment, mais d'abord, selon nos informations ce matin, des enfants ont été accueillis par la police devant leur collège pour les conduire au commissariat après avoir tenu hier, lors des commémorations et de l'hommage à Samuel Paty, pour avoir tenu des propos inadmissibles, assez peu républicains visiblement. Il est question d'enfants de 10 à 14 ans. La police, là, c'est la bonne réponse? Oh ben non, ce n'est pas la bonne réponse, c'est même le pire qui puisse arriver. C'est-à-dire qu'on remplace l'éducationnel par le répressif. On a une ordonnance en France qui s'appelle l'ordonnance de 1945 et qui est là pour régir toutes les problématiques de la délinquance des mineurs. Mais quand on est dans le sein de l'école, c'est une réponse pédagogique qui doit être apportée. Et effectivement, ce que l'on a vu dernièrement, c'est des circulaires, ce sont des instructions du rectorat qui enjoignaient les policiers, qui enjoignaient les fonctionnaires, les enseignants de faire remonter des informations sur des enfants qui ne respectaient pas la minute de silence au moment d'un hommage, etc. Je pense qu'on se fourvoie complètement et ça correspond à un emballement global. On est en train de remplacer finalement l'éducatif par du répressif et je pense que c'est surtout les enseignants qui vont devenir, enfin, qui sont complètement perplexes par rapport à cette situation parce que évidemment ils sont entre deux situations. La première situation, c'est qu'ils sont terrifiés, comme tout le reste de la France, par l'assassinat de Samuel Paty dans ces conditions. Mais ils ont également une obligation et un devoir et une vocation à l'égard des enfants. Et lorsqu'on leur demande de faire entrer la police dans les écoles, c'est la pire réponse qui puisse être apportée. Hier, on recevait le sociologue Éric Fassin, qui est menacé de mort par un néo-nazi allemand. Et il nous avait dit ceci, il nous avait dit on répond à une politique de la terreur, qui est celle des terroristes, par une politique de la peur, qui est celle de nos gouvernants. Est-ce que tu partages ce qu'il dit? Oui, je partage complètement et c'est aussi le sens de la tribune. C'est dans l'ADN et dans les écrits finalement des groupes terroristes comme Al-Qaïda ou comme Daesh que de créer des attentats terroristes pour entraîner une stigmatisation plus importante des musulmans et entraîner également une radicalisation des musulmans du fait de cette stigmatisation. C'est un écrit, c'est un programme. Et c'est exactement ce que nos dirigeants font actuellement, c'est-à-dire d'avoir une communication politique outrancière qui vise les musulmans après chaque attentat terroriste, ce qui va probablement entraîner encore d'autres attentats. Et il y a un moment où il faut se dire, ce n'est pas comme ça qu'on répond. La réponse et la seule réponse à apporter aux terroristes, c'est encore plus de liberté, encore plus d'état de droit, parce que c'est justement l'état de droit qui protège nos libertés et qui est la meilleure réponse à ceux qui veulent détruire nos libertés. Alors justement, on va revenir sur la tribune que tu évoquais à l'instant, mais quand même, on va parler là maintenant justement du volet sécuritaire qui se prépare au sein du gouvernement. Et parmi la politique de la peur qu'on évoquait tout à l'heure, il y a le projet de loi sur les séparatismes. Le texte, visiblement, a été durci depuis l'assassinat de Samuel Paty. Il sera présenté d'ici la fin de semaine au Conseil d'État. Alors, qui sépare qui, Ariel? Parce que comment est-ce que tu comprends le sens de cette loi? Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas aujourd'hui l'arsenal juridique suffisant pour lutter contre le terrorisme, arrêter des suspects, faire fermer des mosquées? Alors d'abord, je ne sais pas comment est fait le lien entre la loi sur le séparatisme et le terrorisme. Il y a une doctrine qui a été développée alors avant déjà les attentats de 2015, hein, après les premiers départs en Afghanistan et en Syrie par des djihadistes. Cette doctrine, elle s'est développée avec notamment des concepts comme la radicalisation. C'est des concepts qui ont été très très peu finalement étudié rigoureusement. Il y a quelques sociologues qui ont essayé de déterminer ce que pouvait signifier la radicalisation, notamment dans la jeunesse française. Mais finalement, ce sont des concepts un peu fourre-tout qui servent et qui ont servi à créer de manière un peu fictionnelle une continuité entre la pratique religieuse intensive, l'islam politique
et le terrorisme. Il n'y a rien aujourd'hui ne permet d'établir de manière précise qu'il y ait un lien direct entre la pratique rigoureuse de l'islam politique et le terrorisme. On peut combattre socialement l'islam politique parce qu'on considère que ça ne correspond pas à nos valeurs sociales, mais on le fait de manière politique. On ne le fait pas uniquement par la répression ou par l'interdiction. Et là, la loi séparatisme, elle concrétise ce qui est cette continuité fictive qui a été créée par plusieurs champs discursifs, par le gouvernement, par les gouvernements successifs depuis 2015, et qui consiste à dire, à partir du moment où vous êtes pratiquant rigoureux, vous pouvez éventuellement tomber dans le terrorisme. C'est terrible, c'est faux, et ça crée évidemment une sorte de fantasme sur les musulmans. Alors, est-ce qu'on peut combattre le terrorisme autrement ? Oui, bien sûr, et la seule et la meilleure manière finalement pour combattre le terrorisme, c'est le renseignement, c'est l'opérationnel. Et évidemment, on a des failles opérationnelles depuis très longtemps en matière terroriste. Bien sûr, on avait une législation antiterroriste qui était, entre guillemets, à la pointe au niveau mondial, sauf que concrètement, on a alloué de moins en moins de moyens au renseignement, ce qui fait que, eh bien, on a loupé à certains moments des possibilités d'empêcher les attentats, comme celui de Samuel Paty, qui pourtant s'était plaint auprès des fonctionnaires de police et du commissariat du risque qui pesait sur lui. Le gouvernement a essayé de se dédouaner de ces failles du renseignement, mais on est bien là clairement dans une faille du renseignement. Ça n'est pas en adoptant de nouvelles lois chaque jour qu'on va endiguer le terrorisme. C'est en renforçant d'une part l'opérationnel du renseignement et d'autre part en retravaillant sur les questions de fond qui sont l'économique et le social, notamment dans les quartiers populaires. Alors, Gérald Darmanin l'a annoncé hier, il y aura dans le projet de loi un titre entier consacré à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites sur Internet. Comment on répond en fait aux menaces et aux contenus haineux sur Internet, Arié ? Eh bien, on y répond tout simplement avec la législation qui existe. On a aujourd'hui la possibilité de poursuivre ou de faire poursuivre tous les discours haineux sur Internet, dans les réseaux sociaux, y compris quand il y a un anonymat. On nous fait croire que la législation n'est pas suffisante, mais ce n'est pas vrai. Ce qui manque aujourd'hui, et on aura beau rajouter des nouveaux outils, des nouveaux instruments, ce qui manque aujourd'hui, c'est uniquement des fonctionnaires de police, des équipes de cybercriminalité véritablement opérationnelles, avec des moyens informatiques qui permettent de faire des réquisitions aux fins de déterminer d'où proviennent telle ou telle personne, telle adresse IP. On n'a pas les moyens aujourd'hui de lutter contre la cybercriminalité ou contre le harcèlement en ligne ou contre les discours haineux en ligne, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens financiers ni les moyens humains. Ce n'est pas une question de législation. Et à chaque fois, on nous fait le même cirque. C'est-à-dire qu'on nous dit, en rajoutant une nouvelle loi, de manière pratiquement thaumaturgique, on va régler la question du terrorisme, des discours en ligne. Non, c'est juste des moyens humains et financiers qui permettront de régler, ou en tout cas de réduire le risque, parce qu'il faut le rappeler, comme le disait d'ailleurs Hakim El Karoui hier sur BFM, le risque zéro n'existe pas. Et si l'on pense que l'on veut atteindre le risque zéro, on est dans une société qui est pratiquement utopique, même plutôt dystopique et orwellique, effectivement. Alors justement, dans le volet sécuritaire encore, il y a des mesures qui vont être encore débattues cette semaine au Parlement. Gérald Darmanin a annoncé plusieurs choses, renforcer le pouvoir de la police municipale. Il veut aussi interdire la diffusion des images ou de l'image des policiers. Pourtant, ces images, c'est celles-là qui ont permis d'ouvrir de nombreux dossiers. Je pense évidemment à l'affaire la plus connue, celle de Benalla. S'il n'y avait pas eu ces images, il n'y aurait pas eu d'affaire Benalla. Qu'est-ce que tu penses de ces mesures qu'a annoncé Darmanin ? Je pense qu'elles correspondent et elles peuvent faire advenir un autre modèle de société. Pas forcément le modèle de société que l'on souhaite avoir. Je me souviens d'une vidéo à Nice où on voyait un drone au-dessus d'un père avec sa petite fille qui se promène pendant le confinement et qui fait appeler des fonctionnaires de police pour essayer de contrôler pendant le confinement ce père et cette petite fille qui se promènent. La phrase que j'ai entendue de ce père à la fin de ce documentaire, c'était « Je ne suis pas sûr que c'est de cette société que je veux ». Et c'est vraiment la question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est de cette société que nous voulons ? Ce projet de loi sécurité globale, qui est finalement un fantasme des plus réactionnaires et des plus sécuritaires depuis toujours, c'est trois choses. C'est d'une part
la possibilité de filmer par drone, c'est-à-dire d'avoir une surveillance généralisée par le haut. C'est ensuite l'interdiction de diffuser des images de fonctionnaires de police ou de gendarmerie, avec la précision que cette diffusion doit être faite dans la volonté de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique du fonctionnaire de police. Et la troisième chose, c'est la possibilité pour les caméras piétons. Vous savez, ce sont ces caméras qui maintenant sont sur les uniformes des fonctionnaires de police et qui permettent de filmer, d'avoir des images qui sont centralisées directement vers un centre de commandement. Et en réalité, ce qu'on essaye de faire avec cette loi, c'est finalement d'appliquer la reconnaissance faciale de manière généralisée, à la fois en 3D finalement, d'abord sur un premier plan avec tous les fonctionnaires qui auront leur caméra, ensuite en hauteur, et surtout c'est être vu sans pouvoir voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce fantasme-là qui consiste à pouvoir regarder et surveiller de manière généralisée la population sans que la population puisse regarder les abus de la police. Juste un mot sur l'interdiction de diffusion des images de policiers. Évidemment, il y a cette précision que cette image de policier ne doit être diffusée en voulant porter atteinte à l'intégrité physique et psychique. Et on peut se dire, oui, mais bon, moi, si je diffuse une image de policier, ce n'est pas forcément pour porter atteinte à l'intégrité physique et psychique, et donc je ne serai pas poursuivi. C'est totalement faux. C'est une erreur et c'est ça qui est le piège de cette infraction. En réalité, cette infraction, à partir du moment où le procureur de la République a le dossier d'une personne qui a diffusé une image, ça peut être un journaliste, ça peut être un avocat. Je rappelle que j'ai diffusé moi-même des images, les images de Geneviève Leguet, qui a été poussée par les policiers. Sans cette diffusion d'images, nous n'aurions pas su la vérité, puisque même le président de la République avait menti sur ce qui s'était passé ce jour-là. Monsieur Christian Estrosi, qui est le chantre de la vidéosurveillance, avait menti sur ce qui s'était passé ce jour-là. Le préfet ainsi que le procureur de la République avaient menti sur ce qui s'était passé ce jour-là. Et un deuxième cas, c'est celui dramatique de Cédric Chouviat. Là aussi, c'est grâce aux images que nous avons diffusées, l'appel à témoins que nous avons diffusé sur Twitter, que nous avons pu obtenir des images, des vidéos, et qui ont permis de dévoiler le mensonge de la préfecture et de permettre d'obtenir la vérité sur les conditions de la mort de Cédric Chouviat. Donc, concrètement, cette infraction, à partir du moment où une personne diffuse l'une de ces images, ça peut être moi, ça peut être un journaliste, le procureur a tout loisir pour renvoyer cet avocat ou ce journaliste devant un tribunal correctionnel en disant moi je ne sais pas quelle est l'intention de ce journaliste et de cet avocat, ça sera au juge de le déterminer, ça sera au tribunal. Sauf que vous voyez l'objectif. L'objectif, c'est de renvoyer des journalistes et des avocats devant un tribunal à partir du moment où il y a des procédures de violence policière et de les obliger à se taire finalement, parce que lorsqu'on est devant un tribunal, eh bien, on a un peu peur, on a peur d'être condamné, qu'il y a un aléa judiciaire, et évidemment, ce sont des procédures bâillons qui vont se multiplier par l'État contre ceux qui essayent de révéler la vérité. Ça ressemble de plus en plus à un État policier. On le disait tout à l'heure, tu signes avec d'autres une tribune dans Le Monde datée d'aujourd'hui. À qui elle s'adresse cette tribune? Pourquoi vous avez rédigé cette tribune et surtout, qui est-ce que vous essayez de convaincre? Je pense que les premiers que nous essayons de convaincre, c'est cette gauche qui est dispersée, morcelée, qui se cherche, qui se confronte aussi, qui n'est pas d'accord sur beaucoup de choses et qui n'arrive plus à se trouver. Il y a un moment où il faut comprendre que la gauche, ou en tout cas toutes les mouvances de gauche, peuvent être une force beaucoup plus importante que l'intégralité des forces politiques de ce pays. Et la problématique des forces de gauche, c'est qu'elles ont beaucoup de mal à se trouver. Quelquefois, elles sont dans une union et qu'il va falloir tout reconstruire parce qu'elle est totalement éclatée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette tribune, elle s'adresse à tous ceux qui ont un esprit de gauche, qui se retrouvent dans les valeurs de gauche et qui, tant au sein des partis politiques que dans la population, et qui veulent essayer de retrouver un langage commun. L'idée, c'est de retrouver un langage commun là où on est dans une tour de Babel. Vous avez quand même presque accompli un exploit, parce que c'est vrai que dans la liste des signataires, il y a un spectre assez large du champ de la gauche et des écologistes, que ce soit des syndicalistes, des intellectuels, des hommes, des femmes politiques. Peut-être un bémol quand même, il n'y a pas de socialistes dans les signataires. Quelle lecture il faut en faire? Ça veut dire qu'ils se cherchent encore?
Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, on est en construction. Il faut véritablement que tous se retrouvent dans cette langue commune qu'on est en train de construire. Ça va prendre du temps. Hein. C'est pas facile parce que les, euh, les échecs du passé font qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à se regarder ou à se reparler. Donc, ça va prendre du temps, mais je ne désespère pas. On a une dernière question, Arié. Tu as aussi publié une tribune dans Mediapart dans laquelle tu t'adresses au peuple de gauche, tu t'adresses à un ami à toi qui semble un peu perdu par les flots de haine qui se déversent actuellement à l'encontre de la gauche. Toi, tu penses qu'il reste de l'espoir? Et il est où cet espoir? Euh, c'est vrai qu'on a tous un peu l'impression d'abord de douter de ses propres certitudes. Et avec la succession d'attentats, on peut douter, clairement, de ce qui se passe, des combats qu'on a menés dans le passé. Mais on se rend compte que finalement, euh, quand on attend un ami pleurer parce qu'il se sent stigmatisé, parce qu'il se sent attaqué en raison de son appartenance ou politique ou religieuse, ou de son origine présupposée, on se dit qu'on sait pourquoi on se bat. Et je crois que ça doit faire partie du cœur de la reconstruction à gauche. Savoir pourquoi on se bat et pour qui on se bat. Et c'était un peu le sens de cette tribune. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arié. J'en prie. Merci d'avoir écouté.